C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau un jeune homme en manque d'amour familial. Diaby Abdul Salam, alias Samy l'exilé, est artiste chanteur âgé de 26 ans et originaire de la ville d'Odiéné, située au nord de la Côte d'Ivoire. Il est le quatrième d'une famille de 10 enfants. Son père est acheteur de produits agricoles et sa mère ménagère. Il fait l'école primaire à Saint-Séraphin d'Abobo et arrête les études en classe de 4e au collège Victor Hugo de Bracody à Adjamé pour des problèmes de famille. Confronté à de nombreuses difficultés, il décide en 2013 d'aller à l'aventure à l'âge de 18 ans, espérant un avenir meilleur. Malheureusement, ne va pas à l'aventure qui veut. Découvrons la suite de son histoire avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup, Kwaku Espérance, pour cet élément. C'est mon assistant et voilà, il a donc prêté sa voix pour ce portrait. Infiniment merci encore d'être là. Nous allons tout de suite partir, avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, aller dans la rue pour savoir ce que les uns et les autres pensent, je dirais, des différentes pressions familiales. C'est parti. Chris Paterne à Sémian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, nous sommes à la rue des Jardins et c'est à Cocody à cause de la pression de la société ou de leurs propres exigences. Dans certaines familles, les enfants n'ont pas droit à l'échec, ce qui leur impose une pression particulièrement lourde. Peut-on échapper à la pression familiale? Votre opinion nous intéresse. Ça dépend de l'interprétation de tout un chacun de nous, d'entre nous. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles vraiment avec des situations très compliquées de la famille. Donc, ce qui fait qu'il y a des défis à relever. Voilà. Un père ou bien une mère qui met son enfant au monde espère que cet enfant-là, en tout cas, va apporter quelque chose de bon à la famille. Voilà. Donc l'espoir, quand tu as l'espoir, quand tu as l'impression que tu as une responsabilité, par exemple, faire sortir ta famille de la léthargie, de la pauvreté, de la misère, en fait, c'est un poids pour toi. On ne peut pas. Que tu sois né, benjamin ou cadet, on ne peut pas y échapper parce qu'on veut toujours faire plaisir à ses proches et à ses parents. Leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour nous. Il ne faut pas qu'on puisse échapper à la pression familiale. Parce que les parents se donnent à fond pour nous aider et autres. Ils se battent coûte que coûte. Donc nous aussi, nous bossons dur pour ne pas les décevoir. Pour résister à cette pression en fait. À force de tellement vouloir satisfaire les parents et si on a une telle pression venant des parents, ça peut pousser les enfants à faire des choses vraiment inimaginables parce qu'on veut tellement les satisfaire, tellement les rendre fiers. Après, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment agir face à eux. Donc, ça peut pousser à certaines choses, oui. On peut échapper si les parents n'existent plus. C'est la seule solution, selon moi. Sinon, tant que les parents sont vivants, on ne peut pas échapper à la pression familiale. Souvent dans les études, on a peur de décevoir les parents. Par exemple, tu es en terminale, tu dois tout faire pour avoir ton diplôme. Mais si tu n'as pas ce diplôme, c'est très difficile. La honte de la famille, la pression de la famille. La peur de décevoir est extrêmement contraignante dans la vie. Mais quand on a l'assurance de compter sur sa famille, rien n'est impossible. À vous le studio, Caroline. Merci infiniment, Paterne à Sémian, effectivement. La famille est bien sûr le socle dans lequel nous grandissons. La famille est donc cette cellule-là qui nous voit grandir, qui nous accueille et qui nous permet de nous épanouir, qui nous permet de nous réaliser. Nous voulons par cette occasion saluer tous les parents qui se battent nuit et jour pour éduquer leurs enfants, pour s'occuper de leurs enfants. On revient donc à vous, très cher Abdoul. Il faut dire que vous êtes issu d'un foyer polygame, composé de 3 femmes et au total 15 enfants. Votre famille a du mal à joindre les deux bouts. Et à l'âge de 18 ans, vous décidez de prendre le taureau par les cornes. Vous tentez donc d'aller à l'aventure, n'est-ce pas? Alors, vous savez que sur ce plateau, il y a un humoriste qui tourne en dérision tout ce que nous disons sur ce plateau, tous les thèmes, quelle que soit la nature du thème. Lui, c'est Dr Philo, on le retrouve tout de suite et maintenant. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci Abou. Monsieur Diaby, merci, félicitations. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire d'aventure, entrée produit, pression des parents, moi je dis la pression des parents, on ne peut pas échapper à la pression. Mais c'est à nous-mêmes de trouver, c'est-à-dire, il faut trouver le moyen de ne pas se mettre sous cette pression-là. Sinon, on a toujours une pression. Moi, je vais ici à Bati, il y a toujours une pression. Mais ouais, il faut quand même accepter ton échec. Tu es parti, tu es rentré produit. Mon cher, tu t'attends à quoi?
Toi, issu d'une famille musulmane, toi, tu vas rentrer, ils vont t'accueillir avec, je sais pas, un fanfare. Non, 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 tu as tapé poteau. Avec des bouquets de fleurs. Tu as tapé poteau, il faut accepter que tu as tapé poteau. Si tu veux, appelle toi-même au quartier Potonini. Si tu te moques de toi-même, si tu te voilà, tu te moques. Mais tu te moques de toi-même, qui va avoir le moyen de te moquer? C'est comme tu es en train de passer devant un marché à vélo. Quand tu tombes, tu sens que les gens veulent se moquer de toi. Toi-même, tu le réactives. Vraiment, ici, tombé, rier. Personne ne va se moquer de toi encore. Donc, il faut accepter cela. Et l'aventure, j'ai aimé cette grande expérience qui dit que l'aventure ne va pas à l'aventure qui peut. Mais c'est ça. L'aventure, c'est quoi? L'aventure, c'est quelqu'un. On ne peut pas palper l'aventure. C'est tout un événement que traverse quelqu'un. Il traverse un événement. Il est là. C'est pas palpable. C'est surprenant. C'est miné. C'est les péripéties. Et donc, c'est. Quelqu'un même qui dit va à l'aventure, c'est-à-dire lui-même là, avant d'y aller, il s'est tué. C'est ça qui est aventure. Il s'est tué. Mais quelqu'un qui s'est tué avant d'aller à l'aventure, vous voulez que le cadavre revienne avec quoi? Il dit aventure, il s'est tué avant de partir. Vous voulez que le cadavre revienne avec toi? Moi, je préfère qu'on dise avant vie. Avant vie, avant de partir, il faut savoir. Il faut savoir ce que tu t'en vas faire là-bas. Qu'est-ce que tu t'en vas faire de l'autre côté? C'est ça le plus important. Il y a tout un préparatif qui est là. Il faut préparer qu'est-ce que je m'en vais faire, quel diplôme j'ai. Et je n'encourage pas la jeunesse à la migration illégale. Il faut aller par le bon chemin. Quand tu vas, même si tu veux, tu as échoué, ton retour, quand on va te rapatrier, laissez-moi, ne m'envoie pas d'avion. Moi, mais viens sur l'eau. Tu nages, tu viens. Tu peux être dans la natation. Non, non, non. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout. Merci infiniment, docteur Philo, pour votre contribution. Abdoul Diaby. De quoi quand même à vous redonner le sourire, hein? N'est-ce pas? Oui, il a tout dit. Philo, vous le connaissez très bien. Il ne va pas changer. Oui, il ne va pas changer. Alors, Abdoul Diaby, pardon, je rappelle que vous êtes issu d'une famille polygame et vous viviez dans des conditions très, très précaires. Alors, vous décidez de vous battre. Vous décidez d'aller à l'aventure pour subvenir aux besoins de vos parents. Mais ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que vous avez eu les moyens pour le faire, puisque vous étiez encore un élève en classe de 4e et que vos parents n'avaient pas les moyens. Bon, avec la mère, elle m'a au moins donné au moins 150 000. Elle faisait un commerce? Elle faisait un commerce. Elle m'a remis 150 000. C'est avec les 150 000 que j'ai fait mon départ. Mais l'idée est venue comment? Qui vous encourage à aller à l'aventure? Non, à la maison, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Donc quand ça ne va pas, quand tu regardes même la situation, tu ne peux pas rester. Par exemple, il y a une de mes soeurs qui l'ont mariée très jeune, avec un vieux, plus de 60 ans. Oh là! Ça, c'est la famille musulmane, on connaît. Elle s'est mariée, donc ça n'allait pas. Non, il faut que ça s'arrête là. Ça n'allait pas. Donc elle, sa vie était un peu comme ça, mes soeurs comme ça. Donc moi, je voulais essayer de fermer le trou. Parce que j'ai vu le danger venir. Donc j'ai essayé d'aller en aventure, aller me chercher, avoir quelque chose, venir fermer le trou. Mais quand vous décidez... Allez-y, allez-y. Allez vous chercher en faisant quoi là-bas? En travaillant. Vous avez une idée du métier que vous souhaitez? Non, 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 j'étais livré à moi-même. D'accord, merci. J'étais livré à moi-même. Et qu'est-ce qui vous disait en fait que là vous allez aller, là, ce serait rose? Ce serait mieux qu'en Côte d'Ivoire? Bon, il y avait un correspondant en Algérie qui jouait au sport là-bas au basket. C'est lui qui vous a motivé? Voilà. Et vous aussi, vous jouez au basket à l'époque? Moi, je jouais au basket avec l'équipe de Victor Hugo à Djamé. Donc, je me suis dit, s'il arrive là-bas en faisant le sport, ça va donner quelque chose. Il va essayer de fermer le trou que le vieux n'a pas pu faire. Et là, vous allez donc passer par le Burkina. Ensuite, vous vous retrouvez au Mali, finalement en Algérie. Vous allez passer 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez vécu pendant ces 4 ans en Algérie? Quand tu quittes d'abord tes frontières, d'abord les frontières de ton pays, c'est autre monde, tu vas rentrer dedans. Au Burkina d'abord, ça va un peu. Au Niger, quand tu dépasses Niamey, tu rentres dans un autre monde. La chaleur d'abord, tellement il fait chaud. Il n'y a pas de la bouffe là-bas, il n'y a pas Garba, il n'y a pas Bon Dabali là-bas. Non, c'est la bouffe, c'est la bouffe. Non, pour connaître l'importance de la Côte d'Ivoire, il faut être hors de la Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est clair. Au Niger là-bas, Au Niger là-bas, j'ai vécu une vie là-bas que je ne m'attendais même pas à cela. Il fait chaud là-bas, il n'y a pas de la bouffe. On a fait nos convois de Niamey à Arlit. On a pris les bidons de 4 litres remplis avec du pain. On a pris ça, mis ça dedans. Prendre la route. Quand vous dites on, c'est-à-dire que vous étiez plusieurs. Voilà, c'est un convoi. Et c'était tout organisé. Voilà. Il y avait des Maliens, des Burkinabés, des Centrafricains. C'était un game comme ça. On a pris la route. Et vous aviez tous le même objectif. Voilà. Voilà en Europe. C'était notre objectif. On a pris la route maintenant, arrivé devant là-bas. Tout notre bouffe est fini.
Vous avez une idée du nombre que vous étiez, pardon, excusez-moi. Bon, par exemple, les pick-up, ça chien du désert, ça doit prendre 50 personnes. Ils vont mettre plus de 150 personnes. Merci. Votre pied, vous êtes assis comme ça, même pour dresser votre pied là, vous n'arrivez pas à faire. On vous chuchote dedans. En haut, c'est rempli, en bas, c'est rempli. En haut, allez seulement, vous partez. On allait dans le Sahara. Bon, on ne sait pas où on va, mais on va quand même. On est arrivé devant là-bas maintenant. Il y a le groupe des rebelles qui nous a attaqués aussi. Avec des armes, tout ça là. Ces jours-là. Au niveau du Mali? Non, entre le Niger et l'Algérie. Et l'Algérie, entre le Niger et l'Algérie. Dans le Sahara là-bas. C'est ce jour-là, j'ai parlé avec Dieu. Fafa. Non. Donc quand il dit j'ai parlé avec Dieu, c'est la foi qu'un aventurier a. Un pasteur n'a pas ça, même un imam n'a pas ça. Bon, ça c'est quand même... C'est quand même à vérifier. Je veux dire que c'est face au danger. C'est face au danger que des fois on se découvre une foi énorme. Ces jours, j'ai parlé avec Dieu. Il dit Dieu, n'a pas dit quand on te parle, tu prends la parole, tu mets à côté. Et si tu fais ça, ils vont me tuer ici. Mais attends, mais... Non, il n'y a pas les directs. C'est comme ça que tu parles avec Dieu. Vous menacez Dieu, quoi. Bon, c'est bon. Allez, sortez d'ici. Ouais, mais c'était dur pour vous. Souvent, quand il parle avec Dieu, il fait comme il n'attend pas. Ouais, il prend ses maisons à côté. Non, bon. Non, il dit Dieu, si tu joues, ils vont me tuer ici. Mes parents sont là-bas, ils vont dire que c'est eux qui sont ici derrière moi. Il a parlé avec Dieu. Mais quand il parle souvent, quand tu es dans ton sincère là, il prend ça au sérieux. Ah, d'accord. Non, quand il a parlé avec Dieu aussi, il a compris. Non, mais il a compris. Donc, c'est qu'habituellement, tu ne lui parles pas bien. Alors, donc là, vous êtes en train de nous démontrer que votre voyage n'a pas du tout été aisé. Et une fois en Algérie, c'est quoi? Puisque vous étiez en correspondance avec un de vos amis, est-ce que vous le rencontrez? Est-ce qu'il vous héberge? C'est quoi votre vie pendant ces 4 ans? Arrivé d'abord à la gare là-bas, à Ouargla. Maintenant, tous les gars sont des Arabes. Quand ils parlent français, ils font semblant de ne pas attendre. Problème des racistes d'abord, il y a ça d'abord, entre eux là-bas. Même quand tu es noir, tu rentres dans la mosquée à attendre de prier, ils vont s'écarter de toi. Ou ils vont te faire Asma, chauffe Soudani. C'est-à-dire, Asma, regarde le noir. Ils vont s'écarter de toi. Donc le noir même est rejeté là-bas d'abord. Donc quand je suis arrivé à la gare là-bas, j'ai demandé à voir le chef des Coxais. Lui était en Algérie là-bas, à Ouargla là-bas. Bon, lui, il m'a dit, ici, il n'y a pas d'hôtel, tout ça là. Il y a un foyer où ils ont donné à les réfugiés. Il peut aller me coucher là-bas. Donc lui m'a envoyé dans le foyer là-bas. J'ai fait passer une nuit là-bas. Mes documents qui sont sur moi là, ils ont tout fait ça. C'est-à-dire, ils ont arraché ça. Ils ont pris mes documents, tout ça là. Donc le matin, je suis venu le trouver là-bas. Il dit, je suis venu faire quoi? Si je vais aller à Libye, aller à l'Italie, il dit non, à ce moment, je n'ai pas trop de sous. Il veut rester, travailler un peu. Il dit, moi, il veut faire quel genre de travail? Il dit, il fait le sport, le basket. Il dit, ah, ça ne va pas marcher ici. Il m'a envoyé dans un chantier, c'est à Khabji là-bas. Je dormais dans le chantier, matin, midi, soir. J'ai travaillé, dormi dans le chantier, il passait les nuits là-bas. On vous payait quand même? On me payait quand même. Mais il y a un problème. Il y a un problème aussi. Quand tu vas là-bas, si c'est un noir qui a découvert le job pour toi, si tu es payé à 10 000 francs, il va couper au moins 3 000 ou 3 500. Lui, il va empocher le reste. Il te donne 3 000? 3 000, lui, il empoche le reste. Et à aucun moment, toute cette souffrance, ça nous a donné envie de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez fait quand même 4 ans, c'est énorme. Tu ne peux pas rentrer, venir voir, rester, venir voir la même chose qu'elle a. Parce que le père a laissé la mère, elle est couchée dans un coin là-bas, les frères sont là. Donc son soutien, c'est toi. C'est pas facile, hein, mais il y a des choses à te faire tes yeux. Donc j'ai travaillé de temps en temps, il a envoyé les 10 000 dinars, 100 000 dinars, il a envoyé ça à l'Algérie. Et puis il essaie de me... Mais est-ce que vous racontiez un peu à votre mère votre souffrance là-bas? Les difficultés que vous viviez, est-ce que vous les racontiez à votre maman? Non, je n'ai pas dit ça à maman, mais à mes amis, mes frères. Parce qu'ils avaient envie de partir. Imaginez, une personne qui n'a jamais attrapé pelle pour mélanger ciment va se trouver dans un monde où il ne s'attendait pas à ça. On dormait dans un chantier, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. On est obligé de dormir dedans. Si la police aussi t'attrape, ils vont te refouler. Vous avez passé l'hiver là-bas? Pardon? L'hiver dans les chantiers sans porte-fenêtre? Oui. Ouais. On dormait là-bas, il n'y a pas de porte, il n'y a rien là-bas. À la Belle Étoile. On est obligé de travailler dans le chantier. Le chef de chantier nous donne la maison aussi. On travaille petit à petit construire. Parce que ça ne va pas chez nous. Et à quel moment vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire? Bon, le premier convoi, quand on était avec les gens, ils ont essayé de partir en Italie. Le premier convoi est parti, on a appris qu'ils sont tombés dans la Méditerranée, dans la mer là-bas. Ah, moi j'ai appelé ma mère. Elle dit, ah, moi je vais aller. Elle dit, non, si c'est pour aller mourir dans la mer là, c'est mieux de te retourner. C'est ce conseil qu'il m'a dit. Si c'est pour aller mourir dans la mer, c'est mieux de te retourner. Donc,
un jour comme ça, j'ai pris mes bagages, je vais me retourner. J'ai dit non, il faut rester, c'est comme ça. Et ils sont là-bas plus de 10 ans, 20 ans. Ils ne vont pas devant, ils ne vont pas en arrière. Ils sont calés dans le Sahara là-bas. Donc j'ai pris mes bagages aussi et essayé de faire demi-tour. C'était pas facile, mais... Et vous revenez comment? Par voie aérienne ou par voie terrestre? Par la voie terrestre. Cette fois-ci, j'ai passé par le Mali. Et j'ai raconté les rebelles là-bas. Les rebelles qui étaient à faire la guerre même au Mali là-bas. Je les ai racontés dans le Sahara là-bas. Là, c'était un autre cas aussi. Face à les gars là, c'est les rebelles, ils ne s'attendent pas à la question. On peut te tuer, on peut te donner des armes, aller attaquer l'autre côté là-bas. Vous avez encore parlé à Dieu? Non, non, non. Face à la mort. Là, je ne vais pas parler à Dieu. Mais j'avais l'impression qu'il y a Dieu qui avait sa main sur moi. J'avais l'impression... J'avais l'impression que Dieu avait sa main sur moi. Parce que ce n'était pas facile. Quand j'ai vu même les rebelles avec les armes dans le Sahara là-bas, non, ils prennent l'argent des gens, ils font... Hey, on nous a envoyé dans une tente là-bas d'abord. Commencez à nous fouiller d'abord. Prendre ce qu'on a. On nous a mis dedans, un peu de temps, on nous a mis dans nos convois là. On nous a envoyé où on peut aller. Et quand vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire, l'ambiance, l'accueil de la famille, vos amis? Bon, d'abord, ce n'est pas facile. La famille s'attend à te voir avec de l'argent, ou à te voir avec... c'est pas comme on dit, quoi. Te voir venir changer les viewers comme ça. Mais si oui, tu parce que c'était ça l'objectif. Voilà, si tu fais 2 jours, 3 jours, une semaine, on voit, il n'y a rien. Ça, chacun commence à rentrer dans son trou. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien parce qu'il y a la pub maintenant. Il y a la pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous met en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. En tout cas, belle ambiance, on se croirait dans un stade. Et c'est cette ambiance que nous allons vivre le samedi prochain du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Ça sera vraiment chaud, ça sera époustouflant. Ça nous a manqué. Merci, on bloque tout. Voilà, que le meilleur gagne. Et voilà, juste avant la pub, nous étions donc en compagnie d'Abdoul Diaby. Abdoul Diaby, qui à l'âge de 18 ans a décidé d'aller à l'aventure pour subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, après avoir essuyé souffrance, échec et insuccès, il décide de rentrer. Mais comment est-ce qu'il est accueilli par sa famille? C'est ce que nous tentons de découvrir maintenant, n'est-ce pas? Alors, vous arrivez à Abidjan, vous arrivez chez vous. Vos parents, comment est-ce qu'ils vous accueillent? Bon, à la mère, tout va bien. D'accord. La mère, tout va bien. Mais souvent, quand ils donnent d'eau, il y a des petites paroles qui passent. Entre les frères, les là. On dit, ah, tes amis sont allés là-bas, ils ont pu rentrer en Europe, toi, tu es allé taper poteau. On dit ça dans ton dos. Et une fois, il reste surpris, attendez, parler de ça. Ce jour-là, ça m'a tué, ça m'a démoralisé. Parce qu'il ne m'attendait pas à ça. Mon objectif, c'était pour aller me battre ou me sacrifier pour envoyer le bonheur dans la famille. Et si tu viens trouver ce genre de paroles dans ta famille, ça ne va pas. Ce jour-là, quand j'ai écouté ça, ça m'a... Vous n'avez pas fait des histoires avec vos frères? Non, 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 non. Parce qu'il a tourné un peu... Tu sais, il connaît mon objectif. Et vous-même, avant de partir, parce que généralement, c'est ce à quoi on assiste dans les quartiers. Avant de partir, faites le malin déjà, tout. Qu'est-ce que vous disiez à vos amis avant de partir? Bon, avec mes amis, je disais, il va aller là-bas.
aller jouer, rapporter quelque chose. Puis mais c'est vous-même. Comment vous pouvez dire ça à tout le monde d'abord avant les parties? Tu n'as pas encore réussi. Peut-être c'est ce qui provoque ces moqueries là, en fait. Au moins aux membres de la famille. Eh bien, on a besoin aussi des réactions des internautes. Paulus Agathon, qu'en est-il? Alors Caroline, on y va pour une série de 3 messages sur la page Facebook. Alors une question qui émerge du message de Tinoufa Jean-Cyril. Il souhaiterait savoir si vous n'aviez pas connaissance des différents messages de sensibilisation concernant les expéditions clandestines. On a ensuite Marc Larabe. Il dit force et courage à vous. Ni votre famille, ni personne ne comprendra ce que vous avez vécu. Mais est-ce qu'à un moment vous vous êtes demandé ce que vous auriez pu faire avec les 150 000 francs étant en Côte d'Ivoire? Ouais. Oh, les 150 000 francs, d'abord il y a un trou qui est là. Il y a un grand trou qui est là. Si tu as fait comme ça, d'ici une semaine, là, tout va finir. Non, ça dépend. Il y a des gens qui ont commencé un commerce avec 50 000 francs. Non, moi j'essaie de 12 mois, je viens. Il y a un gros trou qui est là. Donc pour avoir les 150 000 francs, ce n'était pas facile d'abord. Donc si tu essaies de prendre ça, chacun va venir, donne-moi ça, ça va finir. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de 150 000 francs sortis hors de la Côte d'Ivoire. Allez me chercher. Et juste avant cette question, il y a quelqu'un qui parlait des dangers de l'immigration clandestine. Est-ce que vous étiez informé, parce qu'il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites à ce sujet, est-ce que vous étiez informé de ces dangers-là? Non. Quand je partais, je ne savais rien de ça. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui partaient, qui mouraient dans l'eau là-bas? Moi, mon objectif, c'était pour aller comme ça. Vous avez ignoré ou bien vous ne saviez pas? En 2017, on a enregistré au total 6 000 morts. En 2018, on a enregistré 2000 morts du côté de la Méditerranée. Et les campagnes de sensibilisation sont de plus en plus présentes partout, à la télé, partout dans les radios. Mais on ne sait pas. On ne sait pas d'où est-ce que les jeunes gens tirent leur courage. On ne les blâme pas. Mais en même temps, vous avez eu beaucoup de chance. Parce que vous auriez pu quand même perdre votre vie là-bas. Vous auriez pu être parmi ces 6 000, ces milliers de personnes qui y meurent. Mais vous êtes revenus et c'est déjà ça l'essentiel, c'est le plus important. Alors, maintenant que vous êtes de retour, maintenant que vous subissez les railleries de la famille, des amis, que les gens se moquent de vous, ça vous met dans quelle position? Ça vous met dans quelle posture? Vous vous dites quoi? Qu'est-ce que je fais? Je baisse les bras, j'attends de me remettre peut-être psychologiquement ou je fonce? Bon, au début, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous êtes là depuis septembre? Oui, depuis septembre. Septembre 2019, ça fait 3 mois que vous êtes là, d'accord. Au début, c'est pas facile. Mais je ne baisse pas les bras quand même. Parce que je suis un brouillé. Donc, j'ai mes petites activités aussi, j'ai essayé de faire. Essayer de mettre les choses en place ici. Quel genre d'activité, par exemple? Par exemple, j'ai fait la musique. D'accord. J'ai fait la musique. Ah, mais la musique aussi, hein, ça prend du temps des fois. Oui, essayer de sensibiliser aussi la jeunesse. Posez la question à Kérosène, il vous dira. Il est passé par la galère. Ah, ça c'est vrai. Ouais. Et puis, je travaille dans un restaurant aussi, en tant qu'un pizzaïro. C'est ça, pizzaïro. Ça veut dire quoi? Ceux qui font les pizzas. Ah, d'accord. Et ça va, vous arrivez à gagner un peu d'argent quand même? Bon, avec ça, j'arrive à payer mes factures et faire mes petits trous de ma mère quand même. Ah, c'est gentil, c'est bien. C'est bien, vous êtes un bon enfant. Moi, justement, je voudrais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous nourrissez toujours cette envie de repartir? Ou c'est fini? Repartir, traverser le Sahara encore. Jamais. On est celui qui a vu la panthère et celui qui n'a pas vu, n'ont pas la même manière de courir. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai vu. Et quelle est la position de votre père par rapport à votre retour? Est-ce que ça va, tout va bien, il vous a pardonné? Bon, lui, avec moi, actuellement, ça ne colle pas trop. Parce qu'il a jeté ma mère de côté, prend une autre femme partir avec ça. Donc moi aussi, c'est ma mère que je préfère. Parce que la souffrance qu'elle a fait, là, je ne vais pas la laisser dedans comme ça. Mon objectif, c'est ma maman. Ce qu'il dit à tous mes frères aussi. Mais vous savez que vous n'êtes pas venu seul au monde. C'est vrai, ça c'est vrai. Il y a eu papa, il y a eu maman. Ça c'est vrai, mais vous soyez là. Regardons les choses en face. Où il a laissé ma mère là, dans telle maison qui vit là, puis d'autres la vie, c'est pas la même chose. Bon, d'accord, on ne va pas rentrer dans ces détails. Tout simplement, le petit conseil qu'on va vous donner, c'est de vous réconcilier avec votre père. Nos parents sont nos bénédictions. Donc réconciliez-vous avec papa, avec maman. Certainement que ça va attirer de bonnes choses, ça va ouvrir des portes pour que vous puissiez pleinement vous occuper des deux. Voilà. Alors, c'est la minute du doyen. Plus de questions. Les questions s'arrêtent tout de suite et on donne la parole au doyen. Bienvenue les bars. Bienvenue les bars. C'est la minute du doyen.
ne va pas à l'aventure qui veut. Ainsi se terminait la chronique de Kouakou. Monsieur Kouakou. Espérance. Oui, ne va pas à l'aventure qu'il veut. Certes, c'est pas bon de vivre en vase clos, de rester chez toi. Mais pour sortir, il faut prendre des précautions. Aller ailleurs, il faut prendre des précautions. Il faut s'entourer vraiment de précautions pour ne pas aller souffrir. Il faut faire ses papiers et suivre la voie légale pour y aller. Il faut savoir ce qu'on va chercher. Il ne faut pas se laisser berner par ceux qui y sont, qui vous disent que tout est rose. Vous savez comment ils font? Ils vivent la galère, ils achètent un beau costume, ils font une photo, ils vous envoient en vous disant c'est beau ici. Vous avez vu la preuve, l'autre a disparu. Vous ne l'avez pas vu. L'Europe a ses propres problèmes. C'est attirant tout ça, mais ils ont leurs propres problèmes. Donc de plus en plus, les frontières sont fermées. Parce que sa destination, c'était l'Allemagne. Oui, surtout quand on n'a pas de qualification. Les destinations, les frontières sont fermées, on ne peut pas passer. Je voudrais dire un mot aux parents. Parce que certains parents encouragent leurs enfants à faire ça. C'est cela. Il faut que vous sachiez que, vraiment, ici, là, c'est bon. Hein. Ici, là, c'est bon. Il ne faut pas encourager les enfants à partir. Hein? Parce que ici, on peut dormir chez un cousin. Là-bas, il n'y a pas de cousin. Ici, on peut se débrouiller en attendant, on peut manger chez quelqu'un en attendant de trouver du travail. Là-bas, il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas encourager les enfants à partir, parce que la réalité, c'est que là-bas, c'est difficile. Et il y a un adage qui dit, on n'est jamais mieux que chez soi. Merci. Il faut rester chez soi. Merci infiniment. Le doyen, bienvenue Neba. Et nous encore, par la même occasion, nous voulons vraiment encourager l'État, nos États africains. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais beaucoup reste encore à faire. Il faut vraiment trouver des solutions à la précarité économique de la jeunesse. Il faut trouver des solutions au chômage. Il faut pouvoir garantir un climat de paix, parce qu'il y a ça aussi qui fait fuir. Il faut pouvoir se pencher sur l'éducation de la jeunesse. Et il revient aussi à nous, médias, de faire notre part pour que les jeunes puissent savoir qu'en Afrique, on a tout. En Afrique, on a d'énormes richesses. En Afrique, on a du potentiel et on a des potentialités. En tout cas, apprenons à aimer ce que nous avons. Et par ma voix, je voudrais aussi dire aux jeunes qui nous regardent, les sommes faramineuses que nous utilisons pour aller à l'aventure, nous pouvons utiliser ces sommes-là pour créer de petites affaires et prospérer. On peut prospérer, on peut être un enfant du ghetto, persévérer, être déterminé et réussir. Nous en sommes là prêts. Et voilà, on va vous laisser partir, mais on a quand même dit que vous étiez artiste, musicien. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'écouter, mais votre chanson dit quoi? De quoi vous parlez dans votre chanson? Bon, Live du Ghetto, c'est un album. Ça contient 10 titres, 12 titres. Bon, ça parle de l'exilé, ça parle du ghetto, de la polygamie. Mon histoire, c'est à peu près ça, quoi, je crois 12. C'est à peu près ça. Et vous dites quoi exactement? Le message? C'est-à-dire attention à toi, quoi. Attention à toi, jeune. D'accord. Aïe. Merci beaucoup, Diaby Abdoul Salam, alias Samy l'exilé. Merci d'être venu sur notre plateau. On vous dit au revoir et puis bon vent pour la suite. Merci à vous.